Bienvenue Gilles Kepel. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça, on peut dire que vous nous aviez alertés. En tout cas, Mossoul. Mossoul, 1 million d'habitants paraissait imprenable. Mossoul est tombé après une bataille sauvage, plus longue que le siège de Stalingrad. C'est la fin d'un symbole, ce n'est pas pour autant la fin de la guerre anti-djihadiste. Non, parce que l'autre ville phare de l'État islamique, ou du pseudo-État islamique, de la Daoula, comme on dit en arabe, c'est-à-dire Raqqa, même si elle est encerclée aujourd'hui, n'est pas encore tombée. Et une grande partie des dirigeants de l'État islamique qui l'ont pu se sont enfuis de Raqqa et sont répartis dans d'autres endroits de Syrie pour l'instant. Mais néanmoins, Mossoul, c'était vraiment la capitale économique, si j'ose dire. C'était la ville la plus importante, une ville dans laquelle la population est en très grande majorité arabe sunnite. Et justement, l'État islamique, qui est arabe sunnite aussi, avait réussi par-delà la dimension proprement djihadiste à apparaître comme le porte-parole d'un certain nombre de ces arabes sunnites face aux chiites qui dominent à Bagdad et face aux Kurdes qui sont au nord. Donc c'était d'autant plus difficile d'extirper, si vous voulez, et l'armée irakienne était aussi chiite. L'armée irakienne principalement chiite, kurde également derrière, et puis les forces internationales bien sûr qui étaient là. Mossoul, débarrassé des criminels, est en ruine. Et on voit comme des fantômes qui sortent de l'enfer et des décombres. On le voit à travers les images. Et c'est un siège qui a été effrayant quand même. C'est un siège qui a été absolument terrible. Il ne reste plus grand-chose de la vieille ville dans laquelle s'étaient terrés d'une certaine manière les djihadistes qui ont combattu jusqu'au bout, en particulier aussi en utilisant les femmes kamikazes. Et pour ajouter à l'horreur et ces images terribles de réfugiés qui vont quitter leur ville, qui vont aller dans des camps dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux comportaient dans leur rang des djihadistes infiltrés. Donc les malheureux avaient mais ils ont été repérés, ceux-là. Plus ou moins subi le siège, mais en plus, ils sont soupçonnés d'abriter parmi eux des gens. Et on voit qu'il y avait parmi eux, d'après ce qu'on disait, des étrangers, c'est-à-dire des Tchétchènes, des Ukrainiens et même des Français avec la famille. Oui, certainement. Alors, c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il en est des Français, parce qu'il y a bien sûr très peu de communication là-dessus. Là, vous savez que l'une des grandes hantises du renseignement européen et français, c'était que, au fur et à mesure que l'État islamique était bombardé, ceux-ci allaient fuir le territoire de Daesh et revenir à travers la Turquie vers la France en ayant été supérieurement formés à la guerre et commettre des attentats épouvantables. Mais la Turquie surveille. Voilà, alors cette hypothèse a été en partie levée pour l'instant parce que la Turquie a mis en œuvre un contrôle extrêmement strict de la frontière. Ça fait partie justement des négociations très compliquées que mène la Turquie avec l'Union européenne. La Turquie aujourd'hui est un partenaire particulièrement difficile, d'autant plus depuis le coup d'État. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, avec la crise aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, la Turquie est du côté du Qatar. Parce que c'est une crise et un conflit ou une confrontation qui est beaucoup plus vaste que ce qui se passe à Raqqa et à Mossoul. Mais il y avait à Mossoul des Français convertis, des guerriers qui étaient en Syrie ou en Irak, formés là-bas et qui venaient de France. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rentrer? Parce qu'on voit bien qu'il y aura des revenants, mais qu'ils seront plutôt rares. Normalement, oui, puisque déjà tout le monde les attrape. Un certain nombre ont sans doute été tués pendant les combats. Pendant les combats. Donc pour l'instant, je crois que personne qui puisse s'exprimer publiquement n'a véritablement d'informations. Alors Gilles Kepel, contre l'État islamique, il y avait l'addition de forces qui ont vaincu justement à Mossoul et qui se sont abattues sur ces villes. C'est une coalition conduite par les Américains avec les Français qui y ont participé et des forces spéciales françaises aussi. Oui, c'est ça, mais c'est encore plus complexe parce qu'il n'y avait pas qu'une seule coalition. Il y en avait plusieurs. Il y avait les Russes. Exactement. C'est la deuxième partie donc, que je voulais dire. Voilà. Il y a ça, plus les Russes dans la dernière phase. Enfin, plus ou moins, justement, parce que c'est un peu comme 1945, l'effondrement de l'Allemagne nazie. Vous avez d'un côté l'armée rouge qui pousse pour aller le plus loin possible, et c'est là que le rideau de verre sera. De l'autre côté, les forces occidentales, américaines et autres qui poussent dans l'autre sens. Et justement, la question aujourd'hui, et c'est là que la chute de Mossoul, la chute très probable de Raqqa, c'est aussi le début d'une autre phase, c'est comment reconstruire le Proche et le Moyen-Orient
après que le bouchon, si j'ose dire, de l'État islamique a sauté. C'est très compliqué parce que dans les vainqueurs et qui ont combattu, il y a les armées kurdes qui ne plaisent pas à Erdogan, aux Turcs, et il y a en même temps les Irakiens. Voilà, tout à fait. Et plus généralement, vous avez un grand axe qui va de Téhéran à Moscou, dans lequel vous aviez le pouvoir irakien, qui est chiite en majorité à Bagdad, bien sûr Bachar el-Assad en Syrie et le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est aujourd'hui la force dominante au Liban. Et puis de l'autre côté, vous aviez une coalition qu'on pourrait appeler sunnite, américaine et occidentale, avec un axe principalement américano-saoudien. Or, celle-ci, aujourd'hui, est en train de se fragmenter et c'est ce qu'on voit avec la crise qui est entre le Qatar et d'un côté, et l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et Bahreïn de l'autre, qui brise l'unité du Conseil de coopération du Golfe. Vous savez que le Qatar est sous blocus aujourd'hui de ses voisins. Et on peut même redouter une opération militaire de l'Arabie saoudite sur le Qatar. Ils ne sont pas empêchés d'aller au Bahreïn et d'être en ce moment en train de bombarder le Yémen. Oui, alors ça c'est vrai, mais justement comme ça fait beaucoup, c'est peut-être un peu difficile parce que la guerre au Yémen est effectivement un guêpier aujourd'hui pour l'armée saoudienne. Elle n'aboutit pas véritablement, elle a mobilisé énormément d'énergie. Le Bahreïn, c'est beaucoup plus petit que le Qatar. Il n'y avait pas véritablement d'enjeu géoéconomique et c'est le pouvoir bahreïni qui est en minorité sunnite qui avait appelé les Saoudiens. Au Qatar, c'est pas pareil. Le Qatar est la première ou la deuxième puissance gazière de la planète. Toutes les grandes compagnies d'hydrocarbures mondiales sont au Qatar et y compris aux États-Unis où le président Trump a donné le sentiment qu'il avait donné son feu vert à l'Arabie saoudite pour l'offensive. On voit des contre-réactions. Rex Tillerson, le secrétaire d'État qui était juste avant le patron d'ExxonMobil, c'est-à-dire la plus grande compagnie pétrolière américaine, freine des quatre fers, cherche des médiations et ils ne sont pas sortis de l'auberge. Alors, ce qui est encore plus complexe, c'est que la Turquie, qui était jusqu'alors... Attendez, déjà, sur l'Arabie saoudite, oui. On voit bien, on essaie de simplifier, l'Arabie saoudite, on voit bien qu'elle est énervée par l'autonomie, l'arrogance et l'insolence du petit Qatar, qui a ses ressources gazières qui lui rapportent, alors qu'en même temps, il y a une crise sur la baisse du prix du pétrole d'un autre côté. Voilà, il y a l'effet, si j'ose dire, vilain petit Qatar, ça fait un bon moment. La chaîne El Jazeera, donc, qui est regagnée en agressivité, j'en ai été moi-même la cible il y a quelques semaines sur la version anglaise à Washington, parce que la chaîne est tenue par les frères musulmans, qui sont très présents aujourd'hui, qui ont été chassés d'Égypte, très présents au Qatar et très présents en Turquie, et qui ont aujourd'hui une politique très agressive de présence en Europe. Et on va voir comment, on va voir jusqu'où ils sont présents. Et l'Arabie saoudite connaît en même temps une crise au sommet de l'État. Elle a été déclenchée et conduite sans doute par MBS, c'est-à-dire le jeune fils du roi, qui s'appelle Ben Salman. Mohamed Ben Salman, qui est le prochain roi, indéniablement. C'est-à-dire qu'il va faire abdiquer son père. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une liaison très forte entre le père et le fils. Et ce qui est très frappant, c'est que l'Arabie saoudite, vous l'avez dit à l'instant, Jean-Pierre, est confrontée à un problème très important en termes pétroliers, puisque aux États-Unis aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle massivement le fracking en anglais, c'est-à-dire la fracturation hydraulique qui permet de tirer de l'huile et du gaz de schiste. Or, aujourd'hui aux États-Unis, on produit un baril de pétrole avec cette méthode à environ 36 $ le baril, le coût d'extraction. Ce qui veut dire qu'il est impossible aujourd'hui que le pétrole remonte à 100 $ le baril comme c'était il y a quelques années. Ça a des effets sur l'économie de l'Arabie saoudite, de la région. Absolument. Et en même temps, et de tout le Moyen-Orient, parce que l'exceptionnalité du Moyen-Orient dans le système du monde tenait à ce qu'il contrôlait une partie extrêmement importante des exportations d'hydrocarbures. Et de l'économie de la plupart de ces pays. Bien sûr, parce que non seulement les pays de la région, mais jusqu'aux pays du Maghreb bénéficiaient des effets induits de la rente pétrolière. À partir du moment où ça baisse, le pouvoir de cette région dans le monde, toutes les infrastructures du Golfe, les hubs des compagnies aériennes du Golfe, tout ça aujourd'hui est extrêmement fragilisé et demande une redistribution des cartes. Alors on a dit tout à l'heure qu'il y avait une crise au sommet de l'État de l'Arabie saoudite. Il y avait le numéro 2 qui était normalement l'héritier, qui a été écarté
par MBS le fils, qui devient lui le numéro 2, donc prince héritier. Et est-ce qu'il est vrai que celui qui pouvait devenir roi est aujourd'hui, disons, neutralisé? En résidence surveillée. Alors c'est ce qu'effectivement on voit dans la presse. Et ces gardes ont été remplacés par des gardes fidèles. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger chez lui, il ne peut pas sortir du pays. Effectivement, c'est les informations. Donc c'est le pouvoir qui commence à être absolu du fils qui dirige en ce moment l'Arabie Saoudite. Autant le savoir parce que c'était un changement de génération brusqué. Voilà. C'est un changement de génération extrêmement important. On était habitué à ce que l'Arabie Saoudite, c'est un peu comme l'URSS à l'époque de Brejnev, c'est-à-dire on avait des gens qui avaient 90 ans au pouvoir, dont on ne savait pas vraiment l'âge généralement. Et quand il mourait, voilà. Le successeur avait 75 ans ou 80 ans. Voilà, et puis ça nécessitait un consensus très compliqué à l'intérieur de la famille pour savoir quelle branche allait avoir la prominence en alliance avec d'autres. Ce système a été complètement cassé. Aujourd'hui, donc, le leader d'Arabie Saoudite, celui qui concentre le plus de pouvoir, Mohammed Ben Salman, le fils du roi Salman, a 31 ans. C'est un jeune homme qui a un esprit extrêmement moderne, qui est, si vous voulez, qui n'est plus du tout dans cette logique pétrolière, qui s'efforce de faire sortir le pays de la dépendance pétrolière. C'est un défi extrêmement complexe parce que l'Arabie Saoudite, comme tous les pays rentiers, a pris d'assez mauvaises habitudes. Beaucoup de gens sont habitués à ce qu'il y ait de la rente et la perspective du travail est un peu plus complexe. Et en même temps, c'est un bouleversement. Moi, je suis allé récemment en Arabie Saoudite où je n'avais pas pu aller depuis 7 ans parce que celui qui a été mis en résidence surveillée ne voulait plus que je vienne mettre mon nez dans ses affaires. Et donc, j'ai vu des changements extrêmement importants, si vous voulez, en particulier. Et en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne très fortement parce que l'Arabie Saoudite a été quand même le principal exportateur du salafisme. Et c'est du salafisme que sort le djihadisme. À partir du moment où le pouvoir saoudien incarné par Mohammed Ben Salman n'est plus dans une logique de soutien au salafisme, à partir de ce moment-là, les choses vont changer, y compris dans la manière dont l'islam sunnite aujourd'hui subit telle ou telle pression. Ça a des conséquences directes sur nous. Extraordinaire, Gilles Kepel, de voir que l'Arabie Saoudite s'en prend au Qatar parce qu'elle aide les terroristes. C'est comme si l'hôpital se moquait de la charité, là. Alors, il y a cette dimension-là, mais en même temps, ce que dit la génération au pouvoir désormais en Arabie Saoudite, c'est pas nous. C'était les générations d'avant. On veut rompre avec cette politique. Alors, sur le Qatar soutien du terrorisme, qui est un des arguments utilisés dans la polémique actuelle, ça fait partie de la rhétorique de la polémique, si j'ose dire. Ce qui est, en revanche, il y a plus de fond, plus de substance, c'est le soutien du Qatar et de la Turquie aux frères musulmans. Ça, on va le voir. Ça, c'est un élément très important. Dans le conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, on voit que le président de la République, Emmanuel Macron, cherche à jouer un peu les médiateurs, parce qu'il est bien vu des deux côtés. Est-ce qu'on a une chance d'être des médiateurs crédibles ? Oui, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, comme vous le savez. Les États-Unis sont dirigés par Donald Trump. Donald Trump, chaque matin, tweet quelque chose sans avoir nécessairement lu les briefings de sa haute administration la veille au soir. C'est en contradiction. Donc, le secrétaire d'État, M. Tillerson, et le ministre de la Défense, M. Mattis, passent la journée à expliquer, mettre les choses au pied. Du coup, on ne sait plus sur quel pied danser avec les États-Unis. Et la crédibilité même des États-Unis par rapport à ses alliés pose aujourd'hui problème. Or, ce qui se passe, c'est que l'Europe est en train aujourd'hui de renaître, et entre autres parce que l'alliance Merkel-Macron, ce qu'on appelle désormais, vos collègues appellent le Mercron, d'après ce que je lis. En tout cas, la force et l'énergie de ce nouveau couple. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Au nouveau tandem. Voilà, peut-être, c'est plus élégant. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait réfléchir, y compris dans la région. Donc, ça nous permet de jouer, ou permettrait de jouer un rôle pour éviter une confrontation militaire. Parce que vous avez dit tout à l'heure, peut-être la confrontation militaire, vous avez dit qu'il y a déjà un blocus du Qatar par l'Arabie Saoudite.
et ses alliés. Oui, c'est-à-dire que la frontière terrestre est fermée. Donc le Qatar est lié au reste de la péninsule arabique par une petite frontière avec l'Arabie saoudite, justement. Elle est fermée, donc l'approvisionnement, le Qatar ne produit rien à part du gaz. Donc il faut des légumes, il faut de la viande, etc. Tout ça arrive aujourd'hui par mer et évidemment l'Iran, qui est dans une logique conflictuelle avec l'Arabie saoudite, s'est empressé de fournir au Qatar les produits frais dont il avait besoin, ainsi que la Turquie, qui a envoyé des soldats sur une base au Qatar. Nous nous efforçons d'expliquer l'état du monde, l'état de cette région, l'état cruel du monde en ce moment, et ce qui est en train de se placer, et qui va bouger cet été. L'été 2007 va marquer un tournant probablement. 2017 va marquer un tournant dans cette région. Mais nous, comment nous pouvons anticiper? D'abord, il ne faut pas de relâchement de notre part sur le plan de la vigilance à l'égard de ce qui se fait, puis du radicalisme islamiste. Oui, alors comment anticiper pour éviter que ça se produise? Il y a quand même une progression très nette de la connaissance du phénomène. La raison pour laquelle vous y avez participé, nous avons je me souviens de vos 2 livres récents, dont un, La fracture, et donc La terreur dans l'Hexagone, si je me souviens bien. Voilà, bravo. J'ai essayé, effectivement. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On le voit bien, la façon dont le président Macron est en train de faire une sorte de revue générale de la politique. On sent qu'effectivement, il s'intéresse aux idées, à ce qui se fait. Ça nous change de ce qui se passait autrefois. Et je n'aurais pas de commentaire cruel. D'accord, il ne faut pas relâcher l'attention sur le plan militaire, parce qu'on voit que sur le plan, pour des raisons d'économie, de rigueur normale, budgétaire, on envisage, paraît-il, dès 2017, de réduire le budget militaire. Certains disent 850 millions cette année, ce qui peut affaiblir la défense et les armées françaises. Mais l'arbitrage du président Macron n'a pas encore eu lieu. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, dans les écoles, dans les infrastructures, dans les banlieues, pour justement affaiblir, atténuer l'influence qui restera par Internet de l'islamisme radical? Il y a 2 enjeux. L'enjeu militaire, vous l'avez évoqué, ça s'est manifesté autour de Mossoul, c'est-à-dire l'écrasement de l'État de Daesh. Évidemment, c'est un élément très important parce que ça a porté considérablement sur le moral des djihadistes. On le voit en regardant leurs chats, en écoutant même en lisant leurs journaux en ligne. C'est plus comme autrefois. Il y a un an, ils étaient triomphalistes. Il n'y a plus que la mer entre nous. On ne peut pas être triste qu'ils soient déprimés. Ah non, pas particulièrement. Est-ce que je peux vous poser encore une question? Vous avez dit l'influence de la Turquie, des frères musulmans au Qatar et en Turquie. Pour diriger et reconstruire l'islam de France, c'est un Turc, c'est apparemment normal, qui a été élu à la tête du Conseil français du culte musulman, le CFCM. C'est un ami d'Erdogan. Son beau-frère, oui. En plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des risques d'infiltration et d'influence grandissante des frères musulmans en France? Alors, ils sont très présents, les frères musulmans, à travers l'instance qui s'appelle l'UOIF. Et ils étaient peu influents dans le processus décisionnel du CFCM, qui était jusqu'alors très influencé par des gens qui étaient liés à Rabat. Ça va être moins le cas aujourd'hui avec M. Ogras, qui est à la tête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être plus vigilant pour éviter CFCM. La mise en tutelle des instances de l'islam de France? En réalité, les poids respectifs des communautés marocaines et algériennes sont incommensurablement plus importants que le poids de la communauté turque, beaucoup plus faible en France. Vous plus inquiet qu'il y a quelque temps? Non, je ne pense pas. Je pense que la France est sortie de cette épreuve épouvantable qui a été le terrorisme, qui n'a pas réussi à prendre en otage nos élections, notre processus démocratique. Alors qu'en Angleterre, oui. Exactement, comparé à la pauvre Angleterre aujourd'hui. Oui, mais ça ne veut pas dire, vous dites, à l'égard du terrorisme, il faut rester les yeux ouverts. Absolument, tout est toujours présent, mais le terrorisme, ce n'est pas seulement tuer des gens, c'est aussi arriver à mobiliser des soutiens. Or, aujourd'hui, la crédibilité de ces mouvements ultra-radicaux, même dans une mouvance proche, s'est affaiblie. Donc, c'est un point qui est très important. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais il y a eu un changement important cette année, indéniablement. Merci bien en France que dans le monde. De l'éclairage et du témoignage sur ce monde cruel, sauvage et incertain dans lequel on vit, qui nous éloigne quelques heures des querelles et des procès internes aux partis politiques français. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. invitation.